Bonjour mesdames et messieurs, merci à vous si vous nous rejoignez. Il est 13 h, bienvenue dans votre journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé jeudi à l'inauguration du barrage hydroélectrique de Soubré, barrage dont le lancement des travaux a été fait par le chef de l'État lui-même le 25 février 2013. C'est donc le fruit de la coopération sino-ivoirienne. Ensuite, nous irons à Grand-Bassam pour parler à Bissa, en marge de la célébration de l'édition 2017 de cette fête culturelle Nzima. Le vice-président de la République a prononcé une conférence sur les projets du gouvernement destinée à la région du Sud Comoé. Au Libéria, l'audience de la Cour suprême sur des allégations d'irrégularité lors du premier tour de l'élection présidentielle qui devait avoir lieu hier jeudi est finalement reportée à ce vendredi. Une décision qui renforce les incertitudes qui pèsent sur l'organisation du second tour de l'élection. Nous sommes vendredi 3 novembre 2017 et il se tient depuis ce matin au palais de la présidence de la République un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nos équipes de reportage sont également sur place. Le point de la réunion dans nos prochains journaux. D'ici là, rendons-nous dans la région de la Nawa où le chef de l'État a inauguré hier jeudi le barrage hydroélectrique de Soubré, construit sur le fleuve Nawa avec une puissance installée de 275 MW. Ce barrage, dont le lancement des travaux a été fait en février 2013 par le président Alassane Ouattara, est le fruit de la coopération sino-ivoirienne. Abiba Dambélé Saoué. Depuis 2011, le président Alassane Ouattara enchaîne les mises en service d'ouvrages. Mais celle effectuée ce jeudi 2 novembre à Soubré, capitale de la Nawa, reste mémorable. Mémorable en ce que la Côte d'Ivoire indépendante a longtemps attendu ce moment. Celui de voir le barrage hydroélectrique de Soubré enfin réalisé et fonctionnel. 275 MW de puissance réalisée à hauteur de 331 milliards de francs CFA. L'ouvrage est à ce jour la plus grande réalisation d'infrastructure du président Alassane Ouattara. Soubré, l'hôte naturel de ce puissant barrage, se dit fier par la voix de son premier magistrat. Excellence, Monsieur le Président de la République, devant ce travail laborieux, la population de Soubré tient à vous renouveler son attachement pour l'épanouissement collectif de la nation, mais surtout pour le fait que vous n'avez pas relégué au second plan les préoccupations des personnes impactées. Ce barrage hydroélectrique positionne la Nawa au cœur du processus de développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. La région est désormais première productrice d'électricité en plus de sa première place dans la production de cacao. Par ailleurs, le barrage de Soubré porte la puissance installée de la Côte d'Ivoire à 2200 MW. La centrale hydraulique de Soubré est le plus grand barrage hydraulique jamais réalisé en Côte d'Ivoire. Son bassin versant est de 62 000 km². La surface de son lac de retenue est de plus de 17 km². Son usine a une hauteur de 60 mètres. La hauteur de sa chute nominale est de 43 mètres, est équivalente à un immeuble de 15 étages et le débit de ses turbines est de 714 mètres cubes par seconde. À titre de comparaison, la construction du barrage de Soubré a utilisé 4 fois plus de béton que le pont Henri-Konan-Bédier. Démarrés en février 2013, les travaux du barrage de Soubré se sont achevés quelques mois avant le délai initialement prévu, une prouesse à mettre à l'actif de la Chine qui a fourni l'expertise et 85% du financement nécessaire à la réalisation de ce projet structurant, ce qui témoigne de la vitalité des relations sino-ivoiriennes. Le projet du barrage de Soubré est l'un des fruits emblématiques de la coopération sino-ivoirienne. Il témoigne l'excellence des relations bilatérales et contribue au renforcement de la coopération économique et commerciale entre nos deux pays en général et celle dans le secteur de l'énergie hydroélectrique en particulier. Le chef de l'État s'est pour sa part dit heureux d'honorer cette promesse de campagne. Il a également exhorté les populations de la Nawa à maintenir le climat de paix et de cohésion sociale qui a toujours caractérisé leur région. Chers frères, chères sœurs, l'événement qui nous réunit ce matin revêt une importance particulière car il consacre la réalisation
d'un engagement que j'ai pris pendant la campagne présidentielle et qui est inscrit dans mon programme de gouvernement, à savoir réaliser le barrage de Soubré pour permettre à la Côte d'Ivoire de produire une électricité abondante et évidemment bon marché. C'est pourquoi, non seulement que je suis fier, mais je suis heureux de procéder à l'inauguration officielle de l'aménagement hydroélectrique de Soubré, qui sera suivi, bien sûr, de la pose de la première pierre de l'aménagement hydroélectrique de Gribo-Popoli. La région de la Nawa est un lieu de brassage des populations où vivent en harmonie et dans la concorde depuis des décennies des hommes et des femmes venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire et des pays frères de la sous-région. Et je voudrais en cela féliciter les populations et les autorités locales pour l'important travail qui est fait en matière de cohésion sociale. Donc je voudrais vous encourager à maintenir et à renforcer cette cohésion, car en réalité, sans paix, il ne peut y avoir de développement. Et c'est pour cela que je tiens tout particulièrement à vous féliciter et à vous encourager de continuer dans cette voie et de faire en sorte que la paix continue de régner dans la région de la Nawa. Progrès énergétique, le barrage de Soubré est aussi un attrait touristique. D'où le timbre à l'effigie de cet ouvrage, conçu par la Poste de Côte d'Ivoire. Après Soubré, cap sur le prochain défi énergétique, l'aménagement hydroélectrique de Gribo-Popoli, toujours dans la région de la Nawa. Et pour aller vite, le président Alassane Ouattara en a posé la première pierre ce jeudi. Habiba Dembélé vient donc de le dire, dans 3 ans, un autre barrage va encore voir le jour dans la région, à 7 km de Soubré. Il s'agit du barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli. C'est la première pierre que le président Alassane Ouattara a posée à la suite de l'inauguration de l'imposant barrage que vous venez de voir. Quelles sont les caractéristiques de ce nouvel ouvrage? Éléments de réponse dans ce reportage signé Jean-Jacques Kouaméala. Le barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli sera réalisé sur le fleuve Sassandra à environ 7 km de Soubré. Le projet dont la première pierre a été posée ce jeudi par le chef de l'État Alassane Ouattara va permettre de renforcer la capacité technique de distribution et de transport de l'énergie en vue de répondre aux attentes des populations. Selon Côte d'Ivoire Énergie, qui pilote le projet, les résultats sur le terrain sont positifs. À 7 km de Soubré, de la ville de Soubré, il y a 2 chutes. Les chutes de Popoli et de Gribo. Donc depuis plus de 30 ans, on a étudié qu'on pouvait construire un barrage en exploitant ces chutes. Donc le barrage de Gribo-Popoli, le futur barrage, est l'exploitation des chutes de Gribo-Popoli. Donc c'est un barrage du point de vue caractéristique qui est à la base de Soubré, mais qui a des chutes moins importantes, qui fait on va exploiter une chute de 18 mètres au lieu de 43 mètres à Soubré, qui aura donc une puissance moindre, 112 MW de puissance installée, et qui va produire à peu près 400 gigawattheures. Si tout se passe bien, le projet va démarrer au premier trimestre de l'année 2018 avec comme partenaire financier la Chine. Coût des travaux, environ 150 milliards de francs CFA, durée 36 mois. Le projet de construction du barrage de Gribo-Popoli va porter la puissance installée en Côte d'Ivoire à environ 2310 MW. L'objectif est d'atteindre les 4000 en 2020. Le barrage de Soubré est donc un aménagement hydroélectrique au fil de l'eau sur le fleuve Sassandra. Il a une capacité de 275 MW pour un coût de 331 milliards de francs CFA. Il a été financé, comme on l'a dit, à 85% par la Chine via la Banque d'exportation et d'importation de Chine, le restant étant financé par l'État ivoirien. Comment les populations apprécient-elles la réalisation de l'ouvrage? Tour d'horizon de quelques réactions. Quand on assiste à des œuvres aussi gigantesques que la construction du barrage de Soubré, c'est une très bonne chose parce que ça va booster la région de Soubré à un développement durable.
Donc c'est un réel plaisir pour nous autres qui sommes cadres et originaires de Soubré. Cette cérémonie est historique pour des générations, pour plusieurs générations. La Côte d'Ivoire va bénéficier d'un barrage. Je remercie le président de la République qui a mis tout en œuvre pour que ce barrage se réalise en seulement 4 années. 5 années en arrière, nous avons eu à travailler sur ce chantier. Et pour moi, aujourd'hui, c'est avec beaucoup de nostalgie que je retrouve ces sites qui... Nous avons connu beaucoup de difficultés sur ces sites pendant l'exécution parce qu'il n'y avait même pas d'accès. Aujourd'hui, nous voyons toute une ville et c'est vraiment, ça avec beaucoup de joie que nous retrouvons ce site. C'est une joie pour nous, la région de Soubré, parce que bénéficier d'un grand barrage de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, c'est une fierté pour nous. Je suis heureux que vraiment tout s'est bien passé. Je suis heureux que vraiment la Côte d'Ivoire, l'émergence 2020, vraiment, nous sommes persuadés qu'on ira vraiment à l'émergence 2020. Je dis merci au président de la République. Vraiment, mais Soubré est devenu grande ville. Et les barrages aussi qui nous ont sauvés, nous tous. On dit merci au président de la République. Comme ça, et puis on va faire l'autre barrage encore, ça nous a donné à l'aise. Ce barrage hydroélectrique de Soubré a plusieurs avantages. Les avantages sont sociaux, sont économiques, sont politiques et sont d'ordre, je dirais même, générationnel. Parce que cela montre qu'Alassane Ouattara a de la vision. À travers ce barrage hydroélectrique, nous venons aussi renforcer les liens avec certains pays tels que le Mali, la Sierra Leone et le Libéria. C'est cela un État moderne. Nous sommes fiers d'être ici et de marquer l'histoire avec le président Alassane Ouattara et avec toutes ces grandes autorités qui ont démontré en réalisant cet ouvrage que la seule chose qui tienne, c'est le travail, rien que le travail. Et c'est la meilleure manière d'exprimer son amour pour son pays. Propos recueillis par l'ensemble de nos reporters présents hier à Soubré. On ne le dira jamais assez, le barrage de Soubré est le plus grand aménagement hydroélectrique jamais réalisé en Côte d'Ivoire. Un projet qui s'inscrit dans la stratégie de mise en valeur équilibrée des ressources énergétiques du pays. Le barrage de Soubré est aujourd'hui réalisé et inauguré. Il aura été l'aboutissement d'un long parcours. Je vous propose un document signé Lanciné Bakayoko. En 1962, les chutes de la Nawa, site du futur barrage hydroélectrique de Soubré, font l'objet d'une étude d'avant-projet sommaire par Électricité de France EDF. En 1982, les SCI et EDF confectionnent les dossiers en vue d'un appel d'offres pour la réalisation du barrage, mais le projet ne verra pas le jour. En 1996, sur un financement de la Banque mondiale, un cabinet d'ingénieurs conseil français procède à l'actualisation de l'étude de faisabilité. Fin 2011, le projet est relancé par le gouvernement ivoirien. Après plusieurs tentatives de réaliser le barrage par le secteur privé, l'option du recours à un financement par Exim Bank Chine est retenue. La première requête de financement a été adressée à Exim Bank Chine le 16 janvier 2012. Après une évaluation préliminaire, un avenant commercial avec l'entreprise chinoise Sino Hydro est signé le 20 mars 2012. Cet avenant a donc servi de base à la nouvelle requête de financement et à la lettre de confort adressée le 19 juin 2012 à Exim Bank Chine. Le 2 janvier 2013, l'entreprise Sino Hydro arrive à Soubré pour le démarrage des travaux. La signature de l'accord de prêt interviendra finalement le 9 janvier 2013 à Abidjan. Ce projet d'un coût total de 331 milliards de francs CFA a bénéficié de conditions de financement attrayantes de la part des Chinois. Ce montant couvre en effet 85% du coût total du projet, soit environ 239 milliards de francs CFA. Les 15% restants, soit 92 milliards de francs CFA, ont été mobilisés par la partie ivoirienne. Ils ont été orientés vers les indemnisations et autres mesures sociales et environnementales.
long de 4,5 km sur 20 mètres de haut, avec une hauteur de chute maximale de 43 mètres et un réservoir de plus de 83 000 mètres cubes, le barrage de Soubré devrait permettre d'assurer l'autosuffisance énergétique du pays et d'en faire le pôle de la sous-région ouest africaine en matière d'électricité. Avec une puissance installée de 275 MW, le barrage de Soubré va également permettre de relever le niveau de l'hydroélectricité en Côte d'Ivoire, de rééquilibrer le mix énergétique et probablement de faire face à moindre coût à l'évolution croissante de la consommation nationale. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette inauguration du barrage de Soubré. Inauguration faite donc hier par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Rendons-nous à présent à Grand-Bassam, juste à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, où l'Abissa bat son plein. En marge de la célébration de l'édition 2017, Daniel Kambla-Duncan, le vice-président de la République, a prononcé une conférence sur les projets du gouvernement destinés à la région du Sud Comoé. Les précisions de Victorien Angoua. La célébration de l'Abissa donne l'opportunité au peuple nzima d'approfondir ses connaissances. Au-delà de ces piliers dont la critique sociale, le comité d'organisation a voulu associer le vice-président de la République pour entretenir le peuple sur les projets du gouvernement ivoirien destinés à la région du Sud Comoé. En raison de l'intérêt grandissant d'une population qui dépasse largement les frontières de la communauté Nzima Kotoko, tout le Sud Comoé a été invité à la rencontre. Échange de nouvelles dans la pure tradition Nzima, puis le décor est planté par le président du comité d'organisation de l'Abissa, Jean-Baptiste Amichia. La création de richesses au centre de la journée consacrée aux forces vives du Sud Comoé. Pour Jean-Baptiste Amichia, les opérateurs économiques de tous les secteurs ont besoin d'environnements favorables, mais surtout d'orientation stratégique pour prospérer. Au-delà de son caractère culturel, l'Abissa est une véritable institution. Et le vice-président salue donc l'éclosion des fêtes culturelles du Côte d'Ivoire parce que, dira-t-il, la culture est un moteur du développement. Il apparaît aujourd'hui de plus en plus clairement que le développement ne dépend pas exclusivement de paramètres économiques, écologiques, sociaux ou politiques, mais que la culture se doit être un moteur qui exerce une forte influence et non pas être un frein qui empêche les grandes avancées. La culture revêt une valeur égale à celle de la bonne gestion des affaires publiques, à l'égalité des sexes ou à l'éducation scolaire. L'exemple du modèle de développement économique et social des pays asiatiques, comme le Japon, comme la Chine, comme l'Inde, qui intègrent les valeurs culturelles de ces peuples, en est une parfaite illustration et une justification de cette composante dans leur réussite. Daniel Kambla-Duncan invite le Sud Comoé à privilégier l'intérêt général et l'harmonie, comme il a toujours su le faire, pour bénéficier davantage de projets. Il va égrener un chapelet de réalisations, de celles en cours, et mettre un accent sur les perspectives. Il s'agit aussi de réhabiliter la ville historique de Grand-Bassam, ainsi que de réaliser d'autres projets économiques et sociaux. Il s'agit également, et c'est important, de mettre en valeur la voie express électrifiée d'accès à Grand-Bassam. Mais il nous faut un beau plan d'urbanisme afin d'éviter les lotissements anarchiques actuels. Toute chose qui va permettre au Sud Comoé de se développer, mais surtout permettre à la première capitale ivoirienne de mériter son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Abissa, je vous le disais, se poursuit à Grand-Bassam et l'Abissa, c'est entre autres le port de nouveaux habits de l'Edongbolé, la sortie du roi sur la place de l'Abissa et la sortie des guérisseuses Komian. Je vous ramène donc à Grand-Bassam pour vivre ce moment unique du peuple Nzima. Le mardi est un grand jour pour les Nzima Kotoko, c'est la première sortie du roi. C'est l'occasion de révertir le Dongbolé dans ses habits neufs et l'éloigner de la souillure de l'année précédente. C'est le sacré de l'Abissa, jour où démarre véritablement la fête. Critique sociale à travers la poésie chantée, exécutée par les chansonniers de Bassam et d'Azureti. La critique sociale au service de la bonne gouvernance, le thème a tout son sens parce que la bonne gouvernance est certes au cœur de la problématique de la vie des communautés et des organisations,
mais elle est aussi indispensable au véritable développement de la personne humaine. La pratique de la gouvernance personnelle est donc une nécessité. Au-delà de la critique des actions des uns et des autres au sein du Royaume, cette année, hommage a été rendu à plusieurs personnalités. Le ministre d'État Oussou Jano, les ministres Maurice Bandama et Siandou Foufana, et le président du Conseil régional du Sud Komwe, le docteur Aka Awele. L'Abissa, un moment de réjouissance donc pour grands, mais aussi pour les tout-petits. Et pour ces derniers, il faut compter avec l'Abissa Tour, une opportunité pour les enfants de faire du tourisme local et de proximité en découvrant la culture Nzima. Environ 200 enfants âgés de 5 à 10 ans viennent de prendre part à ce circuit touristique. Le reportage de Patricia Omouitia. Découverte, partage de nouvelles expériences. Visite de la première école du Grand Bassam, de l'église catholique, du musée du costume et du palais royal. Grand Bassam, excellente destination pour une escapade touristique. Les enfants ont adoré. J'ai reconnu que Grand Bassam est une ville historique. Il montre les fêtes qui sont passées à longtemps. Il y a beaucoup de choses à visiter. J'ai aimé surtout la sortie au musée. J'ai vu plein de tableaux et puis j'ai aussi vu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé il y a longtemps. Ah oui, ça c'est vraiment quelque chose de super. Je suis allée au palais royal. J'ai vu le roi, j'étais très content de le voir. Je suis revenue. Ah oui, ça c'est une joie pour moi. Ambiance branchée, animation, exposition d'art, un parcours adapté pour inculquer l'amour du tourisme interne aux enfants. Nous sommes très contents de cette initiative qui amène nos enfants à faire du tourisme culturel. C'est aussi un devoir pour nous de transmettre notre culture aux plus petits. Selon le commissaire général, l'Abissa Tour veut offrir une visibilité autour de certains éléments porteurs d'enseignement culturel. Nous avons voulu initier les enfants à la chose culturelle, à s'intéresser à la culture ivoirienne. Qui dit femme, qui dit maman, dit enfant. C'est pourquoi nous avons choisi cette journée-là pour pouvoir venir avec les enfants, pour pouvoir fêter avec leur maman. Occasion pour les enfants de se défouler au thème de cette journée qui a pris fin par un don de médicaments d'une valeur de 5 millions à l'hôpital général de Grand Bassam par les femmes des associations Aboussouan et Nzima de France. De la culture à l'agriculture. Vous allez le voir en images, des producteurs de Divo réunis hier jeudi invitent tous les autres producteurs de la région à observer une stricte neutralité face à toute action de nature à compromettre la présente campagne café-cacao. Ils demandent également le respect du prix Borchamp qui est de 700 francs CFA comme indiqué par le conseil café-cacao. Sidi Tiemoko Touré poursuit ses rendez-vous avec les jeunes. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique est à Boundiali, dans la Bagoué, dans le cadre de la 3e étape de la tournée d'échange et d'information avec les jeunes. Le ministre les a sensibilisés sur les notions de citoyenneté en vue d'être des Ivoiriens nouveaux. Djeneba Ouattara, Charles Tatou, RTI Boaké. La caravane rendez-vous avec les jeunes de Côte d'Ivoire du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a marqué une escale à Boundiali, chef-lieu de région de la Bagoué. Cette visite rentre dans le cadre de la 2e édition de sa tournée d'échange et d'information avec les jeunes. Salut aux couleurs, activités communautaires et défilés ont ouvert la série d'activités de la caravane Rendez-vous avec les jeunes. La rencontre proprement dite entre les jeunes et le ministre Sidi Touré a eu pour cadre le centre culturel. Elle les a réunis autour du thème civisme et citoyenneté, résocialisation des jeunes et volontariat. Ce thème a fait l'objet d'un panel. Le président de la République a pensé
aboutir à l'émergence à l'horizon 2020. Et cette émergence ne peut être atteinte qu'avec des jeunes qui sont en capacité d'avoir des actes qui sont en conformité avec le civisme et la citoyenneté. Et donc il était bon que nous nous retrouvions, que nous analysions un peu les différents leviers de l'incivisme de certains jeunes que nous avons constatés et que nous en tirions les meilleures leçons. Nous avions été très impressionnés par la qualité du panel qui s'est déroulé, qui nous ramène à des valeurs qui existaient depuis, le respect de l'aîné, le respect de la chose publique. Il faut que la jeunesse s'approprie ces styles-là, car c'est pour eux. Peu avant la rencontre avec les jeunes, le ministre Sidi Touré et sa délégation ont visité des stands dressés à cette occasion en vue des entretiens sur les dispositifs d'emploi et d'insertion professionnelle des jeunes, de même sur la promotion de la culture civique. À Boaké, dans le Béquet, les bureaux de la mairie sont de retour sur le site initial après 15 années d'absence. Désormais, tous les services de cette collectivité décentralisée se retrouvent au même endroit, de quoi permettre aux premiers magistrats de gérer les affaires de la commune avec beaucoup plus d'efficacité. Le reportage de Kader Sogodogo. La mairie de Boaké retrouve ses locaux. Des locaux occupés comme base de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire ONUCI à la suite de la crise militaro-politique de 2002. Situés à l'entrée de la ville en provenance d'Abidjan, la réintégration de ces locaux représente un symbole fort. Il y a une symbolique qui traduit, je dirais, le retour de Boaké à la normalité. Pour le maire de Boaké, ce retour est très important pour le bon fonctionnement de la municipalité. Le maire et ses 6 adjoints cohabitent sur le même site. C'est très important dans la gestion de la ville, c'est très important pour la transmission des informations entre les maires. Le deuxième avantage, c'est que pour la première fois, tous les directeurs de différents services se trouvent sur le même site. Toutefois, dès 2019, il faudra quitter ce site pour un hôtel de ville à la dimension de Boaké. Le site initial même de la mairie, c'est le palais de Carnaval. Et nous aspirons tous à y être dans 2 ans, puisque vous savez que parmi les projets futurs de la ville de Boaké figure la réhabilitation et la reconstruction de l'hôtel de ville. Et enfin, la mairie de Boaké aura son dernier point de chute. En attendant, la ville jumelle de Reutlingen, en Allemagne, en visite salue ce retour à la normalité. Il y avait une autre mairie au centre, la mairie provisoire, pour quelques années. Et maintenant, c'est ici, dans les beaux bâtiments. Et je suis très contente de ça. C'est en juillet 2017 que l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, a officiellement cédé les locaux de la mairie de Boaké. Une absence qui aura duré 15 années. Dans la région du Folon, l'heure était à la célébration du mérite et de l'excellence à l'école. Les meilleurs élèves et les enseignants de la région viennent d'être récompensés à l'occasion de la journée régionale du mérite et de l'excellence. Le reportage de Godefroy Okambawa dans un commentaire de Chantal Akandan. Récompensés pour le travail accompli au cours de l'année écoulée, ce sont les meilleurs élèves et enseignants de la région du Folon. Ils viennent de se voir décerner des prix d'excellence en guise d'encouragement. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la journée du mérite et de l'excellence, initiée par les responsables de l'éducation nationale et les autorités administratives de la région. Occasion d'inviter également les parents d'élèves à faire de la scolarisation des enfants et particulièrement celle de la jeune fille une priorité. Faisons en sorte que les enfants de notre région aient le ressort de réussite face aux défis futurs. Tout ceci pour nous dire qu'il ne faut rien négliger. Il faut que nous fassions en sorte que nos enfants soient scolarisés. Visiblement heureux, les différents lauréats s'engagent à ne plus dormir sur leur laurier. J'ai dit à mes camarades de travailler bien en classe, comme nous qui avons reçu des kits. Afin d'améliorer leurs conditions de travail, du matériel informatique, des kits scolaires ainsi que des tables bancs ont été mis à la disposition de la DREN de la région du Folon. Le tout d'une valeur de 200 millions de francs CFA.
Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Au Libéria, l'audience de la Cour suprême sur des allégations d'irrégularité lors du premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre, qui devait avoir lieu hier jeudi, est finalement reportée à ce vendredi. Une décision qui renforce les incertitudes qui pèsent sur les organisations à la date prévue pour mardi prochain et doit départager l'ex-star du football, George Weah, et le vice-président sortant, Joseph Boakai. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes.